Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la market cap totale pour une analyse de la structure, plus ou moins en Elliott, etc. Et également support, résistance. Néanmoins, on va faire notre analyse habituelle, fondamentale, technique, sentiment. Ici, vous le voyez, on est sur le prix du Bitcoin face au dollar. On est en daily et globalement, on est ici sur cette résistance oblique dorénavant. Pour moi, cette résistance horizontale également est très importante, celle des 16 942 $. Globalement, on peut dire 17 000. En tout cas, si on s'affranchit déjà de celle-ci, ça serait plus ou moins un bon signal. Si jamais par contre il y a rejet, il se pourrait qu'on soit dans ce fameux triangle dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire un triangle symétrique de creux qui est une figure de continuation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait une target autour des 14 000 $ sur cette figure-là. Donc on surveillera précisément ce qui va se passer ce week-end. J'ai déjà fait une analyse assez poussée sur le momentum hier, donc on va pas la refaire aujourd'hui. Ethereum qui se porte également pas trop mal. On va dire que sur Ether, il a potentiellement ici dessiné un flag qui est quasiment venu toucher la hauteur du mât, qu'il vient dorénavant de casser. Donc si jamais vraiment on voulait donner vie à ce flag, qui est également une figure de continuation haussière, à ce moment-là, ça nous donnerait une target ici à la cassure. On va alors allonger un tout petit peu cette droite là. Ça nous donnerait une target ici à la cassure autour des 1328 $, c'est-à-dire revenir jouer avec le top du mât précédent. Donc globalement, vous le voyez ici, en correction qu'on va dire haussière, eh bien c'est typiquement une regular flat que je vais vous dessiner, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2 et 3, d'accord? C'est une figure parallèle horizontale. Ça voudrait dire potentiellement continuation baissière. Vous voyez ici que potentiellement également on a une impulsion qui est les 2 ou 3 droites rouges que vous voyez là. Est-ce que dans la structure, on peut voir ici quelque chose de plus grand? Oui, dans la structure, on voit une autre correction qui elle-même est plus grosse, c'est-à-dire qui pourrait elle-même se construire comme suit. C'est-à-dire qu'on va s'attendre ici à potentiellement un C. Si jamais effectivement on avait une régular ici, ça voudrait dire revenir une nouvelle fois, tester cette ligne de tendance là et potentiellement également, rallonger la baie. Vous le comprenez ici. Si vraiment on fait une flat ici, eh bien potentiellement ça veut dire que la baie pourrait revenir jouer soit avec les 1000 $, auquel cas on jouerait en fait une regular flat. La structure a changé. Ici, ça devient de plus en plus difficile de jouer une zigzag dans ce contexte-là, au sens où on s'est fortement rapproché ici du plus bas précédent. On est revenu ici jouer avec les 1073 $, alors que le plus bas précédent était à 883. À combien on en est en pourcentage? Et je vous rappelle qu'une zigzag devrait potentiellement ici avoir un objectif de 0,618. On les a largement dépassés. On a perdu les 1200. Vous le voyez que ici, on était vraiment pile poil dans les objectifs d'une zigzag avec cette très jolie correction en 3 qui aurait pu nous donner une zigzag. Qu'est-ce qu'une zigzag? C'est quelque chose qui, on va dire, ressemble à ça. Si jamais on était reparti ici de ce point-là, donc j'ai parlé de celui-ci, voilà, eh bien c'est tout simplement voilà une figure de continuation qui a plutôt cette tête-là. Pour le moment, on se rapproche assez fortement du plus bas précédent. Néanmoins, on est encore dans plus ou moins les objectifs que pourrait valider une zigzag. Je vais essayer de mieux placer ici mon Fibo. C'est-à-dire une zone de rechargement logique, de longue, qui se trouverait, vous le comprenez, sur tout ce mouvement-là. On s'attendrait à une correction entre 0,618 et 0,786. Et là, on a fait un grand tour dedans. C'est-à-dire que si je vous dessine la box ici d'achat institutionnel que vous pourriez avoir sur ce type de mouvement, c'est-à-dire j'ai un mouvement impulsif que j'ai raté, je considère que un point d'entrée, on va dire extrêmement pro, sera entre les 0,618 et les 0,786 de retracement de cette hausse précédente là. Une 2 d'Elliott également serait plutôt entre 0,5 et 0,618. Donc pour le moment, on continue à voir que ce mouvement est potentiellement uniquement un mouvement impulsif.
Ici 0,786, ça serait une correction forte pour ce type de mouvement. Maintenant, vu le contexte, pourquoi pas. Mais néanmoins, bien évidemment, une zigzag ici est plus ou moins en train, pour une figure de correction, de quand même enfoncer très fortement. Donc ici, dès qu'on perdra les 1053 $, et vous le voyez que pour le moment on les tient, à peu de choses, mais on les tient. Dès qu'on perdra les 1053 $, plus ou moins l'objectif sera d'essayer de plutôt déplacer de déplacer des points d'achat éventuels plutôt autour de la perte de ce plus bas là, c'est-à-dire casser ce plus bas là autour des 891 $. Voilà pour plus ou moins les statistiques sur ce qu'on peut regarder sur la structure sur Ether. On va désormais regarder la market cap totale puisque c'est le sujet du jour. Et là, c'est pareil, on va faire plus ou moins une analyse de structure. Vous savez que pour le moment, l'idée principale une des fortes idées qu'on défend sur la chaîne, je sais pas pourquoi je dis on puisque je suis tout seul, mais qui est ici défendue sur la chaîne, c'est qu'en fait, on a commencé le bear market en avril dernier. On le voit sur les volumes, on le voit sur des tas de choses, que tout ceci n'était qu'une correction en flat étendu, qui est une figure assez rare. C'est pour ça que principalement, on s'attendait nous quand même plus ou moins, enfin beaucoup plus à une flat régulière qu'une flat étendue, c'est-à-dire tout simplement si on avait fait une flat régulière, ça nous aurait donné quelque chose comme ça, c'est-à-dire un rebond à peu près dans cette zone. Donc autour des bon là je vous donne la market cap totale, mais globalement ça doit donner quelque chose autour des 30-35 000 $. On a fait une flat étendue. Sur une flat étendue, on cherchera plutôt, et là on est sur la market cap totale des cryptos, je vous le rappelle, mais on cherchera plutôt un objectif de 1.618, et c'est à peu près ce que nous a donné le prix pour le moment, même si on l'a très légèrement enfoncé pour le moment. On est encore sur ce niveau de Fibo. Je sais pas si je vais, voilà, je vais vous le noter avec la droite bleue qui est là. Vous le voyez ici, les 1.618, c'est là qu'on a enfoncé, et puis ensuite ça a servi de support 2 fois. Pour le moment, on passe dessous, et ça fait désormais une petite semaine qu'on est dessous. Donc il faut assez rapidement rechoper ce niveau. Si on regarde les clôtures weekly, excusez-moi, c'est un petit peu le bordel sur mes graphes, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc, je vous parlais des 1.618. Vous voyez qu'on a fait effectivement une clôture, 2 clôtures, et là, on est en train d'essayer de venir potentiellement retester cette droite. Donc, vraiment, il faut ici énormément surveiller. Est-ce que la market cap totale arrive à repasser au-dessus des 817 milliards, ou alors est-ce qu'on va se faire rejeter une nouvelle fois par ce point-là? Et je pense que c'est vraiment important de scruter ces niveaux-là. Donc je vous parlais ici de cette potentielle flat étendue. Elle peut aussi aller au 200%, c'est-à-dire que là je vous ai enlevé le Fibo, mais 200%, ça voudrait dire descendre à 601 milliards de $, et on voit d'ailleurs que au niveau du volume profile, c'est plus ou moins un endroit où elle pourrait aller. Désormais qu'on a perdu ici ce gros niveau de volume profile, et ça va plutôt avoir tendance à réagir comme une résistance, et tout le business qui n'a pas été fait dans cette zone, on l'a traversé très vite ici, pourrait dorénavant se formuler sous forme d'un grand range assez long et chiant, et qui pourrait durer un certain temps. Le deuxième scénario ici, c'est qu'on est potentiellement dans ce qu'on appelle un biseau, c'est-à-dire que dans une flat étendue, on s'attend à une 3-3-5, c'est-à-dire que la vague A doit faire 3 vagues, et vous voyez que c'est plutôt propre ici, on l'a plus ou moins si on se met ici, on a plus ou moins ces 3 vagues. Ici, on a 3 vagues très jolies aussi également. 1, 2, 3, vous le voyez ici en zigzag. Et pour le coup, ici, on s'attendrait à une vague de 5 pour la descente, c'est-à-dire toutes les flats se font en 3, 3, 5. Pour certaines flats régulières, on peut éventuellement envisager du 5-3-5, mais c'est pas le sujet du jour. Et là, je fais de l'héliotisme, donc vous comprenez que ça permet d'avoir des guidelines, voilà, des sortes de règles. Et concrètement, on pourrait imaginer aussi que ici, on est plus ou moins dans quelque chose qui s'est dessiné comme suit, c'est-à-dire tout à l'intérieur de ce biseau en élargissement descendant, on a tapé 1, 2, 3. On s'attendrait ici à finir la 4, pour le moment c'est ça l'attente, et on s'attendrait à ce que la 4 vienne potentiellement s'aligner quelque part par là pour nous donner ce rebond du moment. Donc, aligner la 4 quelque part par là, donc sur la droite du bison en élargissement descendant, dorénavant, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, vous comprenez que l'objectif est en train de descendre.
Et au fur et à mesure qu'on enfonce en bas, puisque tout ça est plus ou moins potentiellement en train de se construire comme une flat également, eh bien, vous comprendrez que petit à petit également, plus on enfonce en bas, plus les objectifs d'une flat descendent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme je le disais. Le point ici bas, on ne sait pas où il est pour le moment. Hein, il aura des objectifs effectivement, mais il faudra d'abord qu'on attende la fin du rebond de 4. En imaginant qu'on valide cette flat régulière qui est là, eh bien, ça nous ramènerait la market cap ici au 1,13 trillion. 1,13 trillion, globalement, ça vous donnerait quelque chose comme un petit 30 000 $ sur le Bitcoin, quelque chose comme ça. Donc, petit rallye haussier ici de soulagement potentiellement. Et puis, s'en va, et puis redescend. La 5, ici, on peut pas vraiment déterminer ses objectifs parce que très souvent, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas du tout obligatoire que la 5 revienne toucher le bas du biseau, au sens où la plupart du temps, même, en fait, finalement, un biseau se termine par une rotation partielle au milieu du biseau. Donc ça, c'est très important de le comprendre. N'essayez pas ici d'aligner un point en bas vers le biseau en disant bah ça y est, si jamais au plus ça traîne, bah, dorénavant l'objectif minimum, on va dire, sera autour des 500 milliards de dollars. Ça ne marche pas comme ça. La plupart du temps, ici on a des rotations partielles. Donc, il est possible que les 1.618 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette grosse droite bleue que vous voyez là, finalement tiennent. La question maintenant, tout simplement, c'est est-ce qu'on arrive à repasser tout simplement par-dessus cette droite bleue, ou alors est-ce qu'on essuie un rejet, et est-ce que finalement cette 4 ici, que nous on voit potentiellement intervenir en flat régulière, est-ce qu'on n'a pas eu potentiellement ici une structure beaucoup plus faible, qui pourrait ici par exemple s'être terminée là, donc ne pas atteindre ses objectifs, de venir faire un bisou au niveau du biseau en élargissement descendant sur la borne haute. Vous voyez également que, non, en log même c'est pas flagrant, enfin on est déjà un peu plus près en log, en arithmétique, pardon. Et assez souvent, ça peut arriver que les 5 soient tronqués également. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on est là déjà dans la 5 ? Auquel cas, en fait, cette flat régulière n'a pas lieu d'être. Vous le comprenez ici. Ici, on voit dans la temporalité des vagues, on va dire, si ça c'est une 2, hein, et qu'on lui donne une temporalité, eh bien à ce moment-là, j'ai quelque chose qui va donner 10 bars, donc 10 semaines, et si je reporte cette temporalité à la vague potentielle 4, si jamais elle s'était terminée ici, eh bien vous voyez qu'on a une temporalité qui est de l'ordre de 9 bars, donc au niveau de la géométrie des vagues, on va dire, au niveau de la géométrie des vagues, ça ne correspondrait pas, mais au niveau de la temporalité des vagues, ça pourrait correspondre. Donc, on est obligé de choisir ici, parce que si on est toujours dans une 4, effectivement, au niveau de la temporalité des vagues, vous comprenez qu'on a quelque chose ici qui a duré 10 semaines, et que là, on est en train de traîner là-dedans, et d'autant plus que ça n'est pas fini, depuis déjà 23 semaines, et potentiellement, il y a toujours cette vague de montée, éventuellement, donc cette C à faire dans la régulière, et si on y va, admettons qu'on y aille en flat régulière, et bien à ce moment-là, ça nous donnerait un mouvement de autour de 28 semaines, quelque chose comme ça, donc 3 fois plus. Une 4 qui est 3 fois plus longue qu'une 2, mais qui n'atteint pas ses objectifs, encore une fois, qui atteint ses objectifs géométriques, mais qui est 3 fois plus longue que la 2. Donc, ici, c'est à vous de faire un petit peu votre choix, de vous dire, tout simplement, on est effectivement dans cette 5, on peut ici aller plus bas, mais ça sera potentiellement le bottom final, à savoir fin de structure, fin de cette flat étendue, et retour d'une impulsion haussière. Ou alors, tout simplement, non, moi je pense que nécessairement, on doit plutôt privilégier la géométrie des vagues, donc nécessairement venir faire une 4 qui, revient toucher la borne haute de ce biseau. On a eu beaucoup de FUD dernièrement sur les cryptos, etc. Donc on peut expliquer par le fondamental certains de ces événements qui auraient pu tout simplement faire que cette 4 n'atteint pas ses objectifs. Donc c'est la grosse question, plus ou moins d'ailleurs, c'est les mêmes structures qui se dessinent à la fois sur Bitcoin, sur énormément de crypto dans l'ensemble. On va dire que la crypto suit plus ou moins la structure globale la structure long terme de Bitcoin. Excusez-moi. Et donc par contre là, à l'instant T, vraiment, ça sera vraiment important de suivre. Est-ce que on redépasse ou pas les 1.618 ? Est-ce qu'on les perd réellement ? Est-ce que plus ou moins déjà le point bas de cette flat étendue serait plutôt nécessairement vers les 500 millions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc
J'ai posé pas mal de postulats. J'ai répondu à aucune question en réalité, parce que c'est à vous de le faire. C'est à vous, avec votre psychologie éventuellement, de vous dire bon ben moi je pense qu'on en est là, je pense qu'on en est là, etc. Tout simplement parce que vous avez votre rapport à l'argent, vous avez votre rapport aux charts, vous avez toutes ces choses-là qui sont bien sûr influentes sur ce que vous pourriez faire. Le scénario le scénario qui est encore moins bullish, on va dire, que celui-ci, c'est celui où bien entendu ici en fait on était dans une, alors là, je vais vous la dessiner n'importe comment, mais pour aller un peu vite, mais en gros, qu'on ait fait ici une 3, une 4 et une 5 tronquée. D'accord? Et que là, on soit juste en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5, qui, elle, trouvera son rebond et qui en fait, nous donnera finalement que cette structure soit pas du tout finie. Et c'est-à-dire qu'on est ici un point qui reviendra chercher les 0,618 et puis ensuite, après ça, une continuation baissière. Donc, à savoir un hiver très long et très noir et très froid pour les cryptos. Cependant, ici, statistiquement, les 5 tronqués sont assez rares et statistiquement également, les flats étendus sont assez rares. Donc, en crypto, les structures qui sont réputées comme rares, en fait, elles arrivent un peu plus souvent que ce qu'on peut avoir réellement, on va dire, dans les bouquins statistiques d'Elliott. Donc, premier objectif, péter ici les 820 milliards de dollars déjà, et vous voyez qu'on s'en rapproche, on est à 796, on est à 20 milliards près de les péter. Deuxième objectif, éventuellement, bien évidemment, revenir déjà jouer avec ce plus haut là qui est les 1,17 trillions, donc 1170 milliards, et ça déjà, ça nous donnera plus ou moins des gains potentiels assez importants. Néanmoins, si là on a un point de rejet par cette borne rouge, ce qui est plus que potentiel, est-ce qu'il sera juste partiel et ensuite on repart, on la casse, ou alors est-ce qu'on se fait effectivement rejeter pour faire une 5? C'est toute la question en fait de l'analyse Elliott, on va dire, du moment. Donc voilà pour cette analyse Elliott sur la market cap totale. Vous comprendrez ici que il y a énormément derrière de résistance qu'il va falloir casser. Je vous ai parlé ici des 820 milliards, mais on va probablement ici avoir bien évidemment ce point relativement important autour des 1,17 trillion, point excessivement important également au 1,51 trillion, et le premier arrêt qu'il va falloir casser. Alors je pense qu'il est descendu maintenant vu qu'on a fait un nouveau plus bas, mais il a pas dû descendre de beaucoup, donc je vais le replacer. Le premier arrêt qui est le 0,382 qui est ici au 1,25 trillion. Ici, qu'est-ce que ça veut dire le premier arrêt? Ça veut dire tout simplement, on considère ici que le premier arrêt n'est pas du tout un point théorique énorme ou potentiel ou quoi que ce soit, mais on considère, il est communément admis de dire que si on casse le premier arrêt d'une tendance, et bien à ce moment-là, la tendance s'inverse. Globalement, l'idée étant que ici, vous voyez qu'on est dans une grande descente. Si jamais on casse les 0,382 de cette tendance, on pourrait imaginer une continuation haussière. Donc ça va être ici un point très important, les 1,25 trillions. Vous comprenez ici également, et si je vous reprends, on va dire, voilà, toute cette baisse-là, ici, voilà. Ici, on avait cassé le premier arrêt, donc ceci n'est pas une donnée. Donc là, on avait fait toute cette descente-là, et effectivement, on était venu ici casser le premier arrêt déjà sur ce moment-là. Ici, on avait égalé, et ici, on était revenu jouer avec le premier arrêt. Vous voyez qu'on était entre 38,2 et 0,5, donc tout ça n'est pas une donnée interne, mais on affiche ici des statistiques relativement fortes, et il est assez fréquent que le premier arrêt rejette le prix aussi. Je pense que, alors c'est pas le cas ici nécessairement sur ce premier drop, ici on avait fait la même chose, 0,5 et puis s'en va. Si on prend ici 0,38 non, si on prend sur toute cette zone là, le premier arrêt nous a pas rejeté forcément ici nécessairement pile poil, donc non, c'est pas vraiment valable sur cette descente là. J'étais sûr pourtant d'avoir un ou deux points où c'était le cas, mais peut-être que c'est pas le cas en weekly nécessairement. Bon, c'est pas grave, on va pas y passer non plus la journée. L'idée étant ici, voilà, vous comprenez que en Elliott il y a plein de décomptes qui peuvent correspondre, et le concept ici c'est d'en jouer un avec un risk management qui est suffisamment maîtrisé
d'entrée pour ne pas se faire avoir, et également avec des points d'invalidation, c'est-à-dire je place mon stop loss ici parce que mon scénario s'invalide très exactement là en fonction des règles d'Elliott. Le principe d'Elliott, c'est ça, c'est formaliser des schémas qui eux ont des statistiques propres, les formaliser ces schémas-là et faire un plan en fonction, et si le plan se déroule parfaitement, et bien à ce moment-là le profit est maximal. Si le plan ne se déroule pas parfaitement, on a des points de sortie très précis qui nous permettent tout simplement de ne pas rentrer dans l'affect ni les motifs. On va maintenant faire les news. J'ai pas regardé aujourd'hui, donc on va faire ça un petit peu en diagonale. Ouais, rien sur Wall Street Journal. Ça, c'est la même une qu'hier sur CoinDesk. Les stackers Ethereum qui se demandent s'ils vont bien être capables de récupérer leurs fonds. Alors ça, je pense que c'est par rapport à la prochaine mise à jour, mais on n'a pas vraiment de timeline. C'est-à-dire que les stackers ici, lors de la prochaine mise à jour d'Ethereum, vont être capables de retirer leurs Ethers en stacking, mais il n'y a pas vraiment ici de date spécifique pour cette prochaine mise à jour. Ici, on a regardé plus ou moins les news qu'il y avait là. Ici, ce manager de hedge fund qui visiblement voit les entités crypto pour tous aller en banqueroute et l'or qui ira jouer avec les $2000 en 2023. Ici, rien sur The Block non plus, donc c'est vraiment une journée plutôt calme, hein. En même temps c'est le week-end. Ici, le fondateur d'un exchange au Nigeria qui nous dit que les crypto-monnaies comme le Bitcoin font que le commerce au niveau global est facile, et c'est tout à fait le cas. Sur le calendrier économique, je crois qu'on en a déjà parlé hier, mais on aura... la semaine prochaine, on aura des news sur le GDP, l'emploi, un discours de Jérôme Powell, ça c'est mercredi, encore des news sur l'emploi, des news sur l'inflation, donc là c'est jeudi, donc relativement chargé, et à nouveau des news sur l'emploi et un unemployment rate et un NFP également, un non-farm payrolls, qui eux vont nous donner des informations sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'on est toujours au plein emploi aux États-Unis ou pas, sachant que au plus en ce moment, on va dire, les gens perdent leur emploi malheureusement, au plus ça va bénéficier aux actions risquées qui vont tout simplement imaginer que la Fed va nous donner un pivot et va reperfuser l'économie avec de l'argent gratuit. Ici sur MarketWatch, un rallye de fin d'année, point d'interrogation, les patterns bullish du marché action sont en train de plus ou moins se choquer avec les peurs de la stagflation, c'est-à-dire ne rentrent pas, sont en train de rentrer en choc je trouve pas le terme exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. Combien on a fait en liquidation? Donc on passe là au sentiment, on a fait le fondamental, on a commencé par le technique, on a fait le fondamental et désormais on fait le sentiment. Sur toutes les cryptos hier, 35 millions de liquidés, à savoir à peu près que dalle, 8 millions sur Bitcoin et 10,57 millions sur Ethereum. Le carnet d'ordre, on voit sur Bitcoin ici qu'il y a quand même quelques ordres qui se sont faxés. Vous voyez que là, ça c'était le plus bas des 15,5, on va dire, on était légèrement en dessous, voilà, 15,4. Et ici, on commence à avoir de l'ordre qui s'est mis entre les deux, c'est-à-dire le sentiment ici est en train de commencer à penser qu'on a trouvé ici, à ce point-là, un bottom et qu'il faut acheter le prochain drop, tout simplement. Comme je vous le disais, on va dire, si on prend les Fibonacci, investissement très peu rationnel, le premier arrêt, le 0,382. Investissement déjà un peu plus rationnel, une 2 d'Elliott, donc entre un 0,5 et un 0,618. Investissement très pro, entre un 0,618 et un 0,786. Si jamais vous n'êtes pas dans le train, vous laissez le train repartir sans vous et vous attendez un nouveau point d'entrée. L'idée étant ici de jouer avec des variations, des pourcentages, et pas de jouer nécessairement, on n'est pas ici en train de faux mots pour acheter quelque chose à tout prix. Ici on avait eu un point de long, donc là je suis sur les marchés en levier, on avait eu un point de long qui n'a pas été pris. Ce point de short qu'on avait dû noter hier a été pris. Dès lors on a été reshorté à nouveau, donc on va en rajouter un juste là.
Donc ensuite on est relongué à partir d'ici et c'est le prix est en train de travailler en ce moment, vous le voyez, donc on va pas forcément le noter puisque vous voyez ici que ce moment de long est en train de finalement s'estomper. Globalement au niveau de l'open interest, on a une structure qui est plutôt en hausse. C'est-à-dire que on peut s'attendre à un potentiel deleveraging à un moment, mais on avait tellement corrigé l'histoire que pour le moment, on n'est pas non plus sur des niveaux incroyables. Encore qu'on avait déjà deleveragé à cet endroit-là, vous le voyez par le passé, hein, c'était sur ce moment-là où on avait coupé un maximum de positions. On a un CVD spot qui est plutôt en train de latéraliser, c'est-à-dire que la demande au spot est stable mais pas croissante. Donc voilà, on va surveiller ça de près. Pour Ether... J'ai un peu de mal aujourd'hui. Alors, pour Ethereum, mince, j'ai pas sauvé. Est-ce que j'ai sauvé? Je crois pas. Hein. Non, si, j'ai sauvé. Alors pour Ethereum, un petit peu la même chose, sauf qu'on a pris deux niveaux de long qui étaient des niveaux plutôt anciens, à en croire ma chart. Ici on avait eu un niveau de long, ici on a été shorté à partir d'ici, même à partir de là, et vous voyez que ça a été short squeezé entre temps. Depuis on est instantanément shorté, sauf à partir d'ici où finalement on est relongué à nouveau. Donc plus ou moins ce qu'on peut dire c'est que tous ces niveaux-là sont nettoyés. Vous voyez cette mèche vers le haut ici qui nous emmène Ether aux 1240 $ à nettoyer ces deux-là. Et qu'on a un nouveau point de long qui est en train d'être pris là. Donc en fait, on a surtout enlevé des niveaux de short sur Ethereum. On va maintenant voir les poches de liquidité. Et sur Bitcoin, vous allez voir qu'on a dorénavant, sur les 5 derniers jours en tout cas, beaucoup plus de longueur que de shorter. On doit être autour de 6 milliards, j'ai regardé tout à l'heure, 6,35 milliards. La zone de densité, elle est où? Si jamais vraiment on devait dumper, on a un premier point autour des 15,8 et on a un deuxième point éventuellement autour des 15,3, donc nouveau plus bas, ou alors juste 15,8. Est-ce qu'on va forcément ici faire ce mouvement? 6 milliards c'est plutôt habituel, c'est pas non plus énorme, mais attention à tout ça puisque comme je vous l'ai dit c'est le week-end. Ici c'est pareil, on a trois gros longs qui rentrent à la suite sur Ethereum. Sur Ethereum on est monté à également 6 milliards de positions longues en dessous du prix. Zone de densité, on voit qu'on a ici une zone de densité potentielle autour des 1068 $, donc perte du dernier plus bas en date. Beaucoup de gens qui se mettent à l'abri et c'est normal de ce niveau-là. Et puis surtout, on a ces trois grosses positions qui ne manqueront pas d'être nettoyées à mon avis, c'est-à-dire une petite redescente pour Ether à minima autour des 1171 voire 1160 $. Ça, c'était vraiment pour le très court terme. On va regarder maintenant la map des liquidités sur Bitcoin depuis 12 heures, donc la heat map, où sont les liquidités quand on regarde la charte, plutôt avec une temporalité très précise. Là, vous voyez qu'en 12 heures, on a accumulé, je pense, plus de long que de shorter. Vous voyez que c'est plutôt les zones en long ici qui se densifient dans le jaune, et ça depuis... globalement en fait qu'on a trouvé le dernier plus haut là. On a quand même du monde au-dessus, mais si on devait vraiment descendre ici, taper les 16,2 ne serait pas du tout déconnant sur Bitcoin. Ensuite on va voir la 7 jours qui pour moi est la plus adéquate, qui est celle qui parle le plus je trouve en ce moment. Et bien vous voyez sur la 7 jours que très proche du prix ici on a quelque chose à prendre autour des 16 009. Énormément de densité ici, donc potentiellement ici prévoir potentiellement un mouvement vers les 17,3, mais on a aussi au fur et à mesure qu'on a traîné dans cette zone, on a densifié la zone des 15,9, la zone des 15 et la zone des 13,3. Donc attention à ça. Ce qu'il faudra surveiller, c'est tout simplement le CVD au spot. Est-ce que la demande au spot se casse la gueule ou pas? Parce que si c'est le cas, eh bien les market makers en profiteront pour pousser avec la narration du moment le prix vers le bas pour le faire aller le plus bas possible, de manière à liquider un maximum de monde. Je vous rappelle que quand vous prenez un contrat, c'est pour ça qu'on appelle ça un contrat en levier, une position, sur les futurs, eh bien vous jouez contre quelqu'un, hein, c'est un contrat.
Ici, on regarde désormais la 1 mois. Et la 1 mois, c'est pareil. Vous voyez qu'on densifie pas mal la 15 000, on densifie pas mal la 13.3 et on a densifié énormément ce qui se trouvait, alors qu'auparavant, c'était pas le cas. Avant, on avait au 21.5, on avait quelque chose, mais on avait assez peu de choses en bas également. On densifie également vite fait celle des 17.3. Personnellement, je pense que l'endroit où ça ferait le plus mal pour tout le monde, eh ben, ça serait tout simplement soit de venir taper les 21.6 et ensuite s'en va, et va en dessous des 14, hein, potentiellement. Ça serait extrêmement puissant pour venir prendre toutes les liquidités. Là, on ne parle que des liquidités, on ne parle pas forcément de la narration sur Bitcoin, mais potentiellement, la charte nous dit aussi plus ou moins des choses comme ça. Soit tout simplement juste faire repasser au-dessus des 17.3, là, quelque chose comme ça. Donc, vraiment prendre les positions les plus fraîches, on va dire. Et puis ensuite, venir nettoyer les positions les plus fraîches en bas également, c'est-à-dire faire un petit 17.5, on va dire, 17.4, et puis ensuite aller repasser en dessous des 14.8. Ça serait extrêmement, ça serait vraiment le chemin où tout le monde aurait extrêmement mal. D'autant plus que si on remonte au-dessus des 17.3, 17.4, on aura énormément de gens en plus qui vont rentrer ici en long en levier. Donc du coup, ça risquera ici de faire très très mal. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va vite fait aller faire un tour sur le GBTC que je regarde beaucoup en ce moment puisqu'il est en train de souffrir également et que c'est quand même une énorme entité du Bitcoin, quelqu'un qui a énormément de Bitcoin, donc je pense qu'il faut suivre un peu cette histoire. Si j'arrive à le trouver, voilà. Donc le GBTC qui a fait un petit rebond. Vous voyez que le GBTC a perdu ses niveaux de pré-Covid. Hein. Là, on est pré-Covid et ça, c'est pendant la chute du Covid. Donc, en l'occurrence, la structure est beaucoup plus puissante que celle qu'on a sur Bitcoin et sur les marchés actions, etc. et toutes ces choses-là. On a sur cette descente effectivement créé 2 gaps, donc on surveillera ça avec attention également. Et puis le GBTC qui là est très légèrement en train de se reprendre puisque on avait un discount sur le GBTC qui était autour des 45% et désormais on doit être autour des 40, quelque chose comme ça. On est à 40%, donc légère reprise, mais c'est vraiment pas violent. Le GBTC va nous montrer que les institutionnels reviennent sur le Bitcoin. Effectivement, c'est pas le meilleur point d'entrée, puisque c'est relativement cher comme manière d'acheter du BTC dérivé, on va dire. C'est relativement cher en frais de gestion, je crois que c'est de l'ordre de 2%. Mais par contre, avec un discount comme celui-là, si jamais Grayscale, à un moment donné, était transformé en ETF spot, du coup, vous empocheriez le discount tout de suite. Donc du coup, ça veut dire que vous limitez votre risque ici de 40%. Ça veut dire que tout simplement, celui qui se dit, bon, je joue le scénario comme quoi, effectivement, le TF spot Grayscale va être accepté, et dans le même temps, je ne veux pas prendre le risque que Bitcoin baisse de 40% à nouveau. Celui qui a ces 2 certitudes-là, et bien tout simplement ici minimise énormément son risque et pratique une entrée relativement propre sur GBTC. On est là, je pense, on a fait à peu près le tour de la question. On va discuter de choses et d'autres ici non, on est déjà à 32 minutes, donc c'est pas grave, on le fera demain. C'est pas grave, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Vérifiez bien les niveaux que je vous ai montrés, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, il est autour des 16,9 et sur la market cap totale autour des 820. Ça pourrait être des niveaux de rejet assez puissants. Pensez bien aussi que par exemple là c'est un truc que j'ai trouvé marrant sur Twitter, c'est oulala, ça va cracher. Et en fait, puisque effectivement, quand on vous dessine ici des barres rouges, une ligne vers le bas, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose ici de très fort pour vous, et vous dites mais oui, c'est évident que cette charte elle est baissière. Eh bien, c'est le Bitcoin à l'envers en fait. Donc tout simplement, on a ici inversé la charte et on a bien mis en avant l'ancien ATH qui était celui de 2017, 2018. Donc concrètement, voilà, comprenez bien ici que la psychologie est difficile, mais le moment est opportun et que entre ici et 12 000 $, on a quand même des très bons points d'entrée pour choper même si c'est un rallye de soulagement, choper quand même des jolis pourcentages haussiers.
Si jamais le prix se retourne à la baisse, eh bien à ce moment-là, ça sera quand même du DCA qui sera à des niveaux intéressants, c'est-à-dire que acheter du Bitcoin aujourd'hui à 16 000 $ est potentiellement bien plus... Bien, de toute façon, l'idée en fait c'est que si là en ce moment, avec tout le FUD qu'il y a autour des cryptos, etc., vous continuez à regarder des vidéos d'analyse technique, des vidéos de crypto et toutes ces choses-là, etc., vous allez à mon avis nécessairement ici faire vous êtes dans la bonne décision entre guillemets et vous allez potentiellement ici faire des gains assez substantiels si BTC venait à repartir et à marquer une adoption mondiale. Donc le risque en vaut la chandelle, mais c'est risqué, mais le risque en vaut la chandelle. Et voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. En commentaire à la con de fin de vidéo, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo je pose toujours une question à la con qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, on va aujourd'hui réfléchir à quelle est la fonctionnalité de l'argent pour vous. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous d'une manière philosophique? Est-ce que c'est de la liberté? Moi principalement je considère l'argent comme un moyen de me rapprocher de la nature avec confort. C'est vraiment comme ça que je le conçois, c'est-à-dire prendre un bel hôtel au bord d'un lac, etc., mais d'être effectivement, avoir une maison au milieu des arbres avec une piscine, ce genre de choses. Je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire vivre en adéquation avec la nature, donc avoir une partie de ce bonheur-là, mais en même temps, d'un autre côté, être bien évidemment dans un confort substantiel et surtout mettre ses enfants à l'abri, ce genre de choses. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Désolé, en ce moment j'enchaîne les vidéos de 35-40 minutes, mais c'est parce que j'ai envie de parler potentiellement et que ça sort tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît néanmoins. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon week-end et on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt.